déjeuner politique. Et dans notre petit déjeuner, notre invité ce matin avec nous en direct, Yaël Braun-Pivet, députée de La République En Marche et présidente de la Commission des lois. Bonjour. Bonjour. Yaël Braun-Pivet, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Meilleurs vœux à vous tout d'abord. On fait ça depuis hier, le retour des invités politiques. Qu'est-ce que vous souhaitez aux auditrices et auditeurs de Sud Radio et aux Français pour l'année qui commence ? Meilleurs vœux à vous déjà, meilleurs vœux à tous vos auditeurs. Écoutez, déjà bien évidemment très basiquement de la santé, du bonheur, du temps pour soi et puis beaucoup de solidarité les uns envers les autres. Je pense que par les temps qui courent, c'est essentiel. 30e jour de grève contre la réforme des retraites à la SNCF, la RATP. Vous êtes député des Yvelines. Les Yvelines, c'est ce qu'on appelle la grande couronne en Île-de-France. C'est donc plus difficile de venir. Il n'y a pas de métro déjà dans la grande couronne. Que disent vos administrés ? Alors, on a de la chance quand même parce que le RER-A fonctionne bien le matin et le soir aux heures de pointe. Et moi, je suis en bout de ligne, donc j'ai encore plus de chance parce que le RER-A, à ce moment-là, n'est pas encore bondé. Il se bonde très vite. Les gens sont lassés, ils en ont marre parce que eux, ils veulent aller travailler, ils veulent remplir leurs activités comme tout un chacun. Et puis surtout, moi, ce qu'ils me disent, et c'est ce qu'ils me disent en réunion publique notamment, j'en ai fait de nombreuses sur les retraites, ils veulent cette réforme parce que quand on leur explique la réforme et quand on en discute avec eux, ils trouvent que c'est une bonne réforme, donc ils veulent qu'on aille au bout. Mais alors, juste une question qui est relative à vos administrés, mais aux gens qui travaillent en Île-de-France. Il y en a beaucoup qui travaillent dans Paris, intramuros. La mairie de Paris a refusé de mettre le stationnement gratuit depuis le début du mouvement, ça fait un mois. Est-ce que vous ne croyez pas que ça aurait été une bonne chose de mettre le stationnement gratuit pour permettre aux gens de venir travailler sans avoir en plus à sortir de l'argent ? Tout ce qui peut faciliter la vie des gens dans ces moments difficiles est bienvenu, donc pourquoi pas. Après, je n'ai pas regardé cette mesure attentivement, mais effectivement, faciliter la vie des gens dans ces moments compliqués, je pense que c'est la moindre des choses. Ça aurait été la moindre des choses qu'aurait dû faire la mairie de Paris. Pourquoi pas ? Message à Anne Hidalgo. Vous dites les gens en ont marre. Ils en ont marre de qui ou de quoi ? Parce que peut-être que vous, les administrés, vous rencontrez, vous dites voilà, nous on est pour cette réforme, mais cette grève reste quand même aussi majoritairement populaire. Alors la grève est populaire parce qu'il s'agit de défendre les intérêts des travailleurs et ça tout le monde y est sensible. Mais en même temps, les Français sont pour majoritairement la réforme du système de retraite. Ils sont pour un régime universel et ils sont pour la fin des régimes spéciaux. Il y a le problème de l'âge pivot de qui façon divise énormément. Récurrente. Donc moi, ce que je pense, c'est que effectivement, on a cet horizon qui est un régime universel, la même retraite pour tout le monde, 1 euro cotisé donne les mêmes droits parentaux, les mêmes droits lorsqu'on a des interruptions d'activité, etc., etc., etc. Et après, il faut qu'on étudie ensemble avec les partenaires sociaux les chemins de convergence et les aménagements, âge pivot, pénibilité, carrière longue. Il y a beaucoup de choses à mettre sur la table, mais l'horizon me semble fixé, il me semble bon. C'est un horizon sur lequel nous nous sommes engagés pendant la campagne présidentielle. Donc les Français ont voté pour ceci dans le programme que présentait Emmanuel Macron et c'est quelque chose que nous avons défendu pendant les législatives. Moi, ça fait partie des grandes raisons de mon engagement politique, la vraie transformation profonde de notre pays, de mener de grandes réformes et d'arrêter de faire des petites réformes des retraites tous les 5 ans, mais de faire la réforme finale des retraites et c'est ce que nous proposons aux Français aujourd'hui. Mais vous parlez de régime universel, mais universel avec plein de dérogations, les policiers, les pilotes de ligne, etc. Est-ce que finalement, on ne joue pas sur les mots en transformant des régimes spéciaux en... régimes semi-spéciaux. Non, je crois qu'il faut prendre compte les spécificités. Parce qu'il y a quand même beaucoup de dérogations. Non, mais il faut prendre en compte les spécificités de chaque métier. C'est ce que l'on peut faire justement à travers, par exemple, la définition un peu plus large de la pénibilité qui peut permettre d'englober justement des métiers à risque, dangereux, de nuit, etc. Maintenant, recréer des régimes spéciaux particuliers ou semi-particuliers ou semi-spéciaux, non. Mais regarder les chemins de convergence et voir comment on va organiser par régime les transitions pour parvenir à cet horizon que je décris de régime universel, ça, bien évidemment, oui, et il faut le faire avec chaque métier, chaque activité, pour étudier les convergences, mais il faut y aller. On a battu le record de grève la plus longue. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? 68, Depuis 68, ouais. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? En même temps, je note que dans certains secteurs, le taux de grévistes est assez faible. Donc, grève la plus longue, oui, mais avec, par exemple, à la RATP, moins de 10% de grévistes. Donc, on n'est pas non plus dans une grève massive. Maintenant, il faut que ça s'arrête parce qu'il faut que les gens puissent aller travailler. Il faut que les étudiants aillent passer leurs examens. Je vois qu'il y a des partiels qui commencent à être reportés dans les universités. Ça n'est pas acceptable. Il faut maintenant que les syndicats qui veulent réformer
le fassent avec nous. Ils sont à la table des négociations depuis 2 ans. Depuis 2 ans, il y a des concertations. Ces concertations continuent. Donc j'espère que nous allons trouver très rapidement les voies du compromis qui est souhaitable. Alors Yael Braun-Pivet, vous dites quelque part, on vous prend pas en traite, on l'avait déjà annoncé. N'empêche que aujourd'hui, c'est les infirmiers, les kinés, les orthophonistes qui se mobilisent. Lundi, les médecins, les avocats, on en a parlé tout à l'heure avec le collectif. Après, ce sera le secteur aérien. Les profs sont également prêts à se mobiliser le 7 janvier. Franchement, vous n'avez pas l'impression d'être un peu seul contre tous, enfin en tout cas de ne pas écouter cette colère-là qui dure depuis effectivement plus d'1 mois, quoi, maintenant. Alors si, cette colère, on l'écoute, on dialogue au quotidien avec les citoyens. Le dialogue n'est pas rompu avec aucune des professions que vous avez citées. Chaque ministre continue à les recevoir et à échanger. Je sais que les avocats, par exemple, sont reçus régulièrement à la chancellerie, donc le dialogue existe. Encore une fois, il faut trouver les voies de convergence des systèmes, mais il n'est pas acceptable de continuer avec des régimes spéciaux et des régimes autonomes. Ça n'est pas l'objectif de notre réforme. Yael Braun-Pivet, vous avez vu les vœux du président de la République ? Bien sûr. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il a quand même mis une grosse pression sur Édouard Philippe en disant, bon, la réforme, on va la faire, mais on ne sait pas laquelle, puisque le Premier ministre a pour mission de négocier. Est-ce qu'il n'a pas quand même un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête ? Ou alors, pour utiliser un terme plus technique, est-ce que le président de la République ne va pas transformer son Premier ministre en fusible, comme c'est le principe sous la 5e ? Je ne crois pas, parce que... Ancien monde. Non, mais encore une fois, les règles et les objectifs de la réforme sont fixés depuis l'origine. Le Premier ministre nous a, depuis des semaines, indiqué les chemins de négociation autour de la pénibilité, des carrières longues, etc. Donc, ça n'est que la mise en œuvre. Il n'y a pas de tension entre l'Élysée et Matignon, alors, contrairement à ce qu'on peut entendre ici. Pas à ma connaissance. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas remanier maintenant ? Tiens, il y aura une porte de sortie fabuleuse. Édouard Philippe était au Havre il y a quelques jours. Le Havre, c'est sa ville. Les municipales, c'est dans 2 mois. Ça pourrait faire une très belle concordance des temps pour un départ tout en douceur. Tout en douceur, et puis ça sert à quoi ? En fait, le remaniement, il sert à quoi ? Un remaniement, c'est fait pour donner un nouveau souffle sous la 5e. Alors, tout à fait. Est-ce que c'est ça qui va nous permettre d'aboutir sur la réforme des retraites ? Ça peut aider ? Alors, moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les négociations sont très bien menées par le Premier ministre et son gouvernement. Et je crois que ça, justement, c'est un peu de l'ancienne politique de remanier lorsqu'on est dans une situation de tension comme ça sociale. Au contraire, moi, je pense que la politique que nous souhaitons mener, c'est une politique de dialogue, de consensus, et qu'Édouard Philippe est tout à fait à même d'incarner aujourd'hui. Yael Braun-Pivet, quel est le calendrier prévu une fois la présentation faite en Conseil des ministres ? Ça sera le 22 janvier. Tout à fait. Donc, Conseil des ministres, 22 janvier. Après, l'Assemblée nationale sera saisie. Et à ma connaissance, c'est un examen dans le premier trimestre 2020, donc fin février, début mars, pour l'examen en hémicycle à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne trouvez pas que dans cette réforme, c'est quand même assez amusant de voir l'opposition. Christian Jacob, le nouveau président des Républicains, souhaite désormais un retrait de la réforme, alors que théoriquement, quand on se souvient du plan Juppé il y a quelques années, c'était les Républicains, ils voulaient faire à peu près la même chose, la suppression des régimes spéciaux. Est-ce que l'opposition, elle est dans la posture aujourd'hui, ou est-ce qu'elle est un peu, vous me passerez l'expression, gênée aux entournures ? Moi, je trouve ça un peu dommage parce qu'effectivement, vous l'avez très bien rappelé, certains nombres de responsables politiques voulaient peu ou prou faire ce que l'on propose aujourd'hui. Et moi, je considère que pour une réforme qui concerne tous les Français, toutes les générations, il serait temps d'être un petit peu plus responsable et d'unir nos forces tous ensemble pour bâtir justement la belle réforme, la réforme qui nous permettra d'assurer la pérennité de notre système de retraite pour les dizaines et dizaines d'années à venir. Mais on a parlé des transports, là il y a un problème qui va se poser, c'est les raffineries. Il y a déjà une raffinerie qui est bloquée. Est-ce que par exemple le gouvernement pourrait utiliser l'armée pour débloquer les raffineries en cas de blocage des raffineries ? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas acceptable. Parce que s'il n'y a plus de transport en commun et qu'on ne peut plus mettre de carburant dans le réservoir, aller travailler à pied, c'est compliqué, sauf quand on est à côté de chez soi ou en vélo, mais il n'y a plus de Vélib. Donc ça va être très compliqué pour les Parisiens. Non, mais il est inacceptable d'entraver la liberté d'aller et venir. C'est une liberté constitutionnelle. Le droit de grève est également un droit constitutionnel. Donc il faut allier tous ces droits et libertés. Et il est hors de question que les grévistes puissent, comme cela, atteindre la liberté de ceux qui veulent circuler, travailler, étudier. Donc je pense qu'effectivement... On pourrait envoyer l'armée pour libérer les raffineries. En tout cas, il faudra
débloquer les raffineries. Je ne suis pas à même de vous dire de quelle façon il faudra procéder. Je pense qu'il faudra faire au cas par cas, bien évidemment, si la question se pose, mais en tout cas, il faudra évidemment assurer la libre circulation. Vous n'avez pas l'impression que la mobilisation, là, en ce moment, contre la réforme des retraites va se transformer comme les actes répétés des Gilets jaunes, hein, qui, eux, sont là tous les samedis depuis plus d'1 an maintenant? Moi, je ne crois pas. Je crois que là, on est rentré dans une phase d'intense discussion et dialogue. On a des syndicalistes et des syndicats réformistes qui veulent aboutir à cette réforme des retraites et je compte sur eux, sur l'intelligence collective pour parvenir à un accord et un compromis. L'intelligence collective. L'intelligence collective, oui. Le nœud gordien aujourd'hui, est-ce que c'est pas finalement l'âge pivot? Et est-ce qu'il n'y aurait pas, comme disait un certain leader syndical, André Bergeron, est-ce qu'il n'y aurait pas du grain à moudre sur l'âge pivot? Alors, il y a peut-être du grain à moudre à ce niveau-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut tenir compte des carrières longues, ce d'autant plus que nous privilégions aujourd'hui la formation professionnelle à travers l'apprentissage, donc des débuts de carrière qui seraient assez tôt dans la vie de nos jeunes. Donc il faut évidemment moduler leur fin de carrière en fonction de leur entrée dans la vie active. Donc oui, l'âge pivot, il va falloir probablement travailler dessus pour qu'il soit le plus équitable possible. Nous voulons faire une réforme de justice sociale et d'équité et il faut que la fin de carrière puisse rentrer dans cette grille-là de lecture d'équité. La République En Marche a dénoncé une tentative d'intrusion à son siège hier. Est-ce que vous craignez une montée des violences? Alors j'ai vu ça, j'ai vu la manifestation devant le siège de La République En Marche. J'ai trouvé ça absolument scandaleux. Que l'on proteste, que l'on ne soit pas d'accord sur la réforme envisagée, oui, qu'on s'en prenne à l'expression politique, aux partis politiques, aux gens qui l'incarnent, ça ne se fait pas dans une démocratie. Encore une fois, il faut du dialogue et pas de l'intimidation. Autre sujet qui a forcément défrayé un petit peu la chronique en ce début de semaine, elle tombe mal, hein, franchement, cette Légion d'honneur pour BlackRock, dont on parle beaucoup en ce moment. Jean-François Cirelli. Voilà. Oui, j'ai vu ça. Écoutez, moi, je comprends pas. Je trouve qu'en ce moment, il y a vraiment parfois des polémiques inutiles et elle est symbolique, celle-là, quand même, non? Non, je crois pas. Je crois franchement, la polémique, oui, elle est symbolique. Elle est symbolique du fait qu'à chaque fois, on prend n'importe quel prétexte pour accuser soit le gouvernement, soit notre majorité. Voilà, moi, je trouve que c'est complètement infondé. Et commencer l'année là-dessus, alors qu'on a des sujets bien plus sérieux à traiter, franchement, moi, ça m'échappe complètement. C'est pas un bon calendrier non plus. Les calendriers des Légions d'honneur est le même depuis des années. Ça n'a rien à voir avec la réforme, ça n'a rien à voir avec la temporalité sociale. C'est juste le calendrier des Légions d'honneur. On ne va pas bouleverser le fonctionnement de nos institutions et du pays en fonction de l'actualité ou des événements actuels. Et il y a un grand patron dont on parle beaucoup en ce moment, Carlos Ghosn. Oui. La France ne l'extradera pas si jamais il revenait en France. C'est Agnès Pannier-Runacher qui l'a dit hier. Qu'est-ce que vous inspire la fuite de Carlos Ghosn au Liban? C'est quand même assez rocambolesque. Alors, c'est effectivement rocambolesque. Moi, en tant que je suis une ancienne avocate, je préside présidente de la commission des lois. Je préside la commission des lois. Le contrôle judiciaire, c'est un rapport de confiance entre la justice et la personne qui fait l'objet du contrôle judiciaire. La justice lui fait confiance et le libère, mais sous réserve qu'il respecte les obligations qui lui sont imposées. Ça n'a pas été le cas. Donc, sur le plan du principe, on ne peut que regretter ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez lu le livre de Vanessa Springora? Il est sorti hier, alors c'est peut-être un peu court. Non, je ne l'ai pas encore lu. Justement, elle raconte ce qu'elle a subi à 14 ans avec l'écrivain Gabriel Matzneff qui en avait 50. La loi contre les violences sexuelles et sexistes qui a été votée en août 2018 n'a pas instauré un âge minimal de consentement à un acte sexuel, ce qui aurait impliqué que toute relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans aurait été considérée comme un viol. A posteriori, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir mis un âge minimal de consentement en lisant Vanessa Springora, même si vous ne l'avez pas encore lu? Alors, non, parce que nous avons beaucoup débattu sur cette question d'âge minimum. Ça a fait l'objet de grands débats au Parlement, dans ma commission et dans l'hémicycle. Nous avons considéré, et le Conseil d'État avec nous, que juridiquement, cela n'était pas possible. Donc, nous avons instauré d'autres mécanismes. Nous allons maintenant pouvoir voir pas possible comment... juridiquement, pardon. Parce que, en fait, ça revient à en faire une infraction automatique et c'est un crime. Et pour un crime, il faut toujours un élément matériel. Donc là, le fait de viol, la
pénétration, mais il faut aussi un élément intentionnel. Et en fait, le fait de consacrer un âge minimum, ça revient à annihiler l'élément intentionnel. Et donc ça, juridiquement, ça n'est pas possible. Donc, il y a cette difficulté-là, et il y a également la difficulté et toute la discussion autour de la preuve, de la connaissance que pourrait avoir l'auteur de l'âge de sa victime. Donc, nous avons adopté d'autres mécanismes, la loi a été votée. Ces mécanismes sont très protecteurs des victimes. Nous allons évaluer cette loi et nous pourrons voir éventuellement s'il convient d'aller plus loin, mais nous ne pouvons pas légiférer tous les 9 mois, tous les ans, sans évaluer ce que nous faisons d'abord. En tout cas, merci Yaël Braun-Pivet d'avoir commenté avec nous cette actualité bien riche en ce début de nouvelle année. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Allez, à suivre dans quelques instants après les infos de 8h. Ce sera 8h10, le regard libre d'Elisabeth Lévy. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Peloux est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3